tout particulièrement la bienvenue à Laurent Larcher, qui nous fait vraiment l'amitié de se joindre à nous aujourd'hui. C'est un samedi, fin de matinée, c'est pas une heure très commode, mais il fait un geste que nous apprécions énormément. Je présente très rapidement Laurent Larcher, qui est un grand reporter du journal La Croix, spécialiste de l'Afrique et de la région des Grands Lacs, qu'il a visité à plusieurs reprises, qu'il connaît très bien. Et il était récemment à Kigali avec le président Emmanuel Macron lors de cette visite historique qui est censée quand même sceller une sorte de réconciliation après la catastrophe du massacre de 1914. Entre les deux, il y a eu le rapport de cette commission d'historiens qui a essayé de clarifier la situation et les responsabilités. C'est une situation extrêmement complexe, mais exemplaire. Et je crois qu'il est important que nous puissions en débattre parce que ça va au cœur de la question, la guerre, la paix, la violence. Et aussi pour nous chrétiens, comment se fait-il que des peuples chrétiens, après tout baptisés, se soient entretués avec une telle violence et virulence pendant 3 mois qu'on ait pu pénétrer dans les églises exprès pour en sortir des gens qui s'y étaient réfugiés, pour les tuer au nom d'un principe ethnique que nous croyons dépasser, mais qui ne l'est pas. Et il y a plusieurs interrogations. Laurent Larcher a accepté de nous parler de tout ça, y compris, non seulement en sa qualité de grand spécialiste et journaliste de la question, mais aussi en sa qualité, je viens de le mentionner tout à l'heure, pas nominativement, de membre de cette commission, de ce groupe de spécialistes des questions géopolitiques de telle région du monde, de telles problématiques que nous sommes en train de constituer et dont il a accepté d'être membre à côté d'autres personnes qui sont des spécialistes d'autres parties du monde ou de relations internationales ou de la démocratie ou de démographie, des migrations, etc. Donc je le remercie aussi à ce titre et j'espère que ce sera le début d'une collaboration avec le mouvement, car nous avons besoin que des témoins comme lui, des spécialistes comme lui, nous éclairent dans la compréhension du monde et dans les choix que nous pouvons être amenés à prendre en tant que mouvement. Voilà, j'en ai dit, je pense, assez. Merci à Laurent. Vous avez la parole. Nous disposons grosso modo d'une heure et demie jusqu'à midi et demi. Donc, vous avez le temps, les 30-40 minutes, le temps que vous voudrez pour présenter le sujet. Et puis, nous aurons un moment de discussion. Merci, la parole est à vous. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Alfonso, merci à vous, membres de Pax Christi. Je suis évidemment très, très content d'être là ce matin parmi vous, en raison d'abord de mon lien, de mon amitié, puis-je dire ainsi devant vous, avec Marc Singer, avec qui, voilà, qui est un ami, avec qui nous avons essayé de monter et réussi parfois à monter des opérations importantes. Je ne sais pas si Marc est parmi nous ce matin, mais évidemment, ma première pensée quand je m'adresse à vous est d'abord pour lui. Et c'est dans cette continuité de cette relation très, très forte que nous avons tissée au fil des années, notamment sur la question des chrétiens d'Irak, que je me présente un peu devant vous et que j'ai accepté, bien sûr, la proposition d'Alfonso. Alors, pour aborder la question du Rwanda, ce que je vous propose, oui, c'est une petite communication rapide, mais quand même, et je vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet parce que, à mes yeux, en tout cas, il est sans doute l'un des plus importants dans lequel nous sommes et dont nous avons été le témoin, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Ce qui est plutôt assez rare d'ailleurs, je crois. Nous avons été les témoins d'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Comme vous le savez, donc, en une centaine de jours, entre le 7 avril 1994 et le 4 juillet 1994, 4 juillet étant la date officielle de la fin du génocide, mais malheureusement, le génocide ne s'est pas terminé le 4 juillet. Le 4 juillet, en fait, c'est la prise de Kigali et la chute définitive, enfin la prise ou la libération, selon les visions, de Kigali par le FPR, et surtout la chute définitive du régime intérimaire, dit intérimaire, que nous appelons aujourd'hui le régime génocidaire. Donc c'est un peu la fin officielle de ce régime, et donc
on a estimé que ça pouvait être la fin aussi du génocide. Donc pendant ces 3 mois de l'été, enfin du printemps 94 et du début de l'été 94, comme Alfonso vous l'a dit, on a assisté de manière totalement impuissante, et sans doute pour la première fois de l'histoire de l'humanité en direct, je dirais, du point de vue, enfin, c'était un événement planétaire également. Tous les médias étaient, non pas que les médias étaient présents à Kigali ou au Rwanda, mais on savait ce qui se passait, et on avait des images quasi en direct des massacres. Donc pendant ces 3 mois, ces 100 jours, environ 1 million de personnes ont été exterminées. Des Tutsis, parce que Tutsis. À un moment tout à fait inouï, mais parce que c'est aussi le moment où, rappelez-vous, en 1994, en tout cas en juin 1994, nous célébrions l'anniversaire du débarquement, le 6 juin 1944, 6 juin 1994, cela faisait 50 ans. Toute la communauté internationale, du moins tous les chefs d'État des plus grandes puissances du monde, et notamment de tous les alliés de 1944, étaient en Normandie ce mois-là, ce 6 juin. C'est aussi ce mois de juin 1994 un autre moment terrible du point de vue du télescopage des mémoires et des événements et de l'événement, puisque c'est aussi l'anniversaire du 50e anniversaire d'Oradour-sur-Glane. François Mitterrand se rend le 21 juin 1994 à Oradour pour dire l'horreur de ce qui s'était passé là, dans ce village, mais également pour prendre date et s'engager à un plus jamais ça. Ce plus jamais ça a traversé tout le mois de juin, des plages de Normandie à Oradour, et ce plus jamais ça avait lieu là, au même moment. Donc c'est vraiment, on est devant quelque chose, enfin c'est une période tout à fait inouïe, à la fois dans la qualité d'événement, si je peux dire, et dans le moment mémoriel dans lequel il s'est inscrit. Alors, face à cet événement, on m'a demandé d'intervenir sur la réconciliation, mais avant d'arriver à la réconciliation, je vous propose d'abord je ne vais pas vous faire une histoire du génocide, hein, mais au moins, je dirais d'abord la question de la prise de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994 pour avoir été, nous, si peu attentifs à ce qui se passait là-bas? Et au fond, c'est aussi un peu mon histoire personnelle, puisque moi j'étais adulte, enfin jeune adulte, hein, j'étais jeune à l'époque, mais il se trouve que j'ai participé très tôt, en 1994, à une prise de conscience, à écrire des textes dans la presse et à passer mon été 1994 au service d'une ONG pour secourir les victimes du génocide. Donc c'est un peu aussi lié à cette histoire personnelle qui se lie avec une forme de réflexion sur ce qui s'est passé, que je vous propose au fond de voir un peu cette question de prise de conscience. La première difficulté que nous avons eue et que nous avons toujours, c'est de prendre conscience que c'est un génocide. C'est-à-dire que nous ne sommes pas armés intellectuellement, et même du point de vue de notre conscience, pour prendre conscience qu'un génocide a lieu. Nous avons tous plus ou moins suivi, enfin, on sait ce que c'est qu'un génocide pour l'avoir étudié du moins à travers la Shoah dans les écoles, ou pour les plus anciens d'entre nous, pour en avoir été témoins et même victimes. Mais donc il y a cette mémoire, mais cette mémoire était ceux déjà des anciens. Nous, en tout cas ma génération, nous l'avons appris à l'école. Moi, je suis ce qu'on appelle un petit-fils de la Seconde Guerre mondiale. Je suis né à la fin des années 60, juste dans la deuxième partie des années 60, pardon. De sorte que nous étions déjà un peu alertés. Enfin, j'ai vu la Shoah de Lanzmann, mais mes professeurs, évidemment, nous ont parlé de tout ça. Il se trouve que dans ma famille, on avait une conscience de cette question de la Shoah et de la responsabilité. J'ai un frère qui est cambodgien, qui était donc issu du génocide, ou tout du moins des exterminations, de l'horreur Khmer Rouge. Donc, peut-être que dans ma famille, il y avait des éléments déjà qui me prédisposaient à prendre conscience, mais même avec cela, même avec ces éléments-là, 27 ans après, ça fait 27 ans que je travaille cette question-là, et j'avoue que ma conscience n'arrive pas encore à se saisir complètement de cet événement.
parce que c'est un génocide. Le génocide est la chose la plus difficile à affronter, la plus difficile à accepter et la plus difficile à comprendre. En fait, un génocide, ça ne se comprend pas. Ça ne peut pas se comprendre exactement. En 94, il a bien fallu quand même qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, elle a été très lente, effectivement, parce que je pense d'abord qu'on n'est pas prêt à ça. Je pense aussi parce qu'il y avait cette question de l'Afrique et que nous avions une grille de lecture africaine très culturelle et très, je dirais, post-coloniale. Quand je dis post-coloniale, au fond, qui était déjà encore marquée par une vision colonialiste, à savoir qu'en Afrique, c'est des tribus. Vous avez dit, Alfonson, ethnie. J'aime pas beaucoup ce mot, ethnie. Sachez que ce mot n'existe pas en tout cas au Rwanda. En Kinyarwanda, il n'y a aucun mot qui désigne, qui parle d'ethnie. Ça n'existe pas. C'est un mot forgé par les Occidentaux pour essayer de comprendre la société rwandaise. On peut parler en tout cas au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie. Et je préfère, quand je parle de l'Afrique, parler de peuples, parce que ce sont des peuples en fait. On ne dit pas l'ethnie bretonne en France, ou l'ethnie celte, mais on parle de peuple. Et c'est vrai pour l'Afrique, bien sûr. Il n'y a pas d'ethnie, on appelle ethnie, mais c'est malheureusement, ça forge, je crois, déjà un présupposé et une grille de lecture qui nous fausse la réalité. On a affaire à des peuples. Et donc, la première difficulté était de dépasser, je dirais, ces constructions archétypales, hein, dont nous sommes imprégnés. C'est une guerre entre ethnies. Du coup, une guerre entre ethnies, c'est pas un génocide, et c'est l'Afrique. Voilà. C'était un peu les deux choses qu'on entendait à l'époque et que j'entends encore aujourd'hui. Quand je parle de ça et quand j'enquête auprès de ceux qui ont pris des décisions ou aucune décision en 94, quand ils se justifient, ils disent tous souvent c'est l'Afrique de toute façon. Mais non, c'est pas l'Afrique, c'est l'humanité qui était là. Et en ce sens, première difficulté, donc, dépasser nos a priori sur l'Afrique pour prendre conscience que c'est un génocide et pas simplement une violence entre deux tribus ou entre ethnies. Ça voulait dire quoi, prendre conscience? Ça veut dire prendre conscience qu'il y avait là une tentative mise en œuvre devant nous d'une destruction totale d'un groupe parce qu'il était ce groupe, ou identifié comme tel. Et quand je dis total, c'est vraiment total. En ce sens, c'est pour ça que c'est un génocide. C'est-à-dire que, vous le savez sans doute, les Tutsis ont été totalement... on a essayé de totalement les éradiquer de l'embryon jusqu'au vieillard, en allant jusque dans les cimetières. C'est enlever même toute trace qui pouvait représenter, incarner, illustrer l'ennemi, l'autre. C'est ça le génocide. Et on y a mis, ou ils y ont mis, toute leur intelligence, tout leur savoir-faire, toute leur puissance. Tout a été mobilisé en ce sens. Ce qui est tout à fait saisissant, et c'est quand on se rend compte que l'homme est capable de mobiliser toutes ses facultés, et je dirais dans ses facultés les plus belles et les plus spécifiques et les plus éblouissantes, à savoir son esprit, son cœur aussi, son intelligence, sa sensibilité, ses moyens, voire sa vie, pour détruire l'autre. Tout a été mobilisé pour ça. Et c'est un génocide qui, comment dire, en fait, quand on commence à en prendre conscience, il y a souvent chez nous un rejet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre cela. C'est juste inadmissible que cela puisse être. Parce que j'aurais dû aussi insister là-dessus, ce ne sont pas des fous qui ont fait ça. Il faut arrêter avec cette idée de folie ou d'animalité.
Là encore, quelque chose qu'on retrouve souvent lorsqu'on parle de l'Afrique. Enfin, en tout cas, lorsque certains parlent de la violence en Afrique. De sauvagerie. C'était pas des animaux, c'était pas des sauvages. C'était des hommes. Et quand je dis c'est des hommes, c'est aussi des femmes, c'est aussi des vieillards. Je parle là des bourreaux, bien sûr. C'était aussi des adolescents. C'était aussi des autorités religieuses. C'était aussi des autorités liées à l'école, des professeurs. Tout le monde y a participé. Ce n'est pas un génocide, comment dire, pensé par quelques-uns et opéré par quelques-uns. C'est un génocide préparé par quelques-uns, mais toute la population, du moins toute la population Hutu, a été mobilisée pour l'exécution de cette extermination. Toute. Donc prendre conscience. Il faut prendre conscience de tout ça, ça ne se fait pas dans l'instant, parce que c'est tellement énorme. Ça joue sur de tels registres, ça remet tellement en cause ce que nous savons de l'homme, ou du moins ce que nous croyons dans l'homme, mais également si nous sommes religieux, ou chrétiens ou catholiques, de ce que nous croyons dans le message évangélique, et je dirais jusqu'au bout, ce que nous croyons dans les autorités religieuses. Parce que dans ce génocide, encore une fois, vous avez eu des religieuses, vous avez eu des religieux, des prêtres, qui ont participé au massacre. Il y en a un très connu, à une cinquantaine de kilomètres de Kigali, qui, comme vous le savez, au début du génocide, enfin au début des premières violences, nous étions au mois d'avril, c'était les vacances de Pâques, au moment de Pâques. Beaucoup de Tutsis se sont réfugiés dans les églises. Il est arrivé qu'il y ait des églises, ou du moins des prêtres, qui ont fermé les églises une fois que les églises étaient remplies, et qui ont passé leur église au bulldozer, en massacrant tous ceux qui étaient là. On touche à de l'inouï, et je dirais pas de l'impensable, mais de l'impensé en tout cas. On est devant quelque chose dont nous sommes, enfin ça nous met dans une forme, on est totalement désarmé face à ça. Et ça nous met dans une forme de nudité face à un réel qui nous dépasse complètement, mais pourtant qui est là. Et du coup, prendre conscience, enfin, la dernière difficulté que nous éprouvons pour prendre conscience, c'est l'accepter. Accepter ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, ou ce qu'on voyait à l'époque. Mais ça, très peu de gens ont accepté. Peggy a une très belle phrase à ce propos qui dit il faut voir ce que l'on voit. Ouais. En 1994, beaucoup d'entre nous n'ont pas voulu voir ce que l'on voyait, et encore aujourd'hui. C'est un obstacle, évidemment, à la prise de conscience et à la suite. Et c'est un moyen, en tout cas, ne pas voir ce que l'on voit, permet à ce que l'on voit de continuer de se produire. Donc la première chose dans cette prendre conscience, c'était d'abord prendre conscience que c'était un génocide. Mais toutes les difficultés de cette prise de conscience que c'est un génocide, j'essaie de vous les résumer en quelques mots. Ensuite, c'est aussi prendre conscience de ce qu'a été la communauté internationale. Parce qu'évidemment, le génocide est d'abord une affaire rwandaise, mais ce n'est pas seulement une affaire rwandaise. C'est aussi, je dirais, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ça a eu lieu à un moment précis, dans un temps et dans un lieu, mais surtout dans un moment précis où le monde, 1994, est organisé, où nous avons des institutions internationales. En premier lieu, nous avions l'Union africaine, l'organisation africaine qui était déjà en marche. Elle n'a rien fait. Et ça hante beaucoup d'Africains, et notamment beaucoup d'intellectuels africains. Si vous lisez, par exemple, le formidable cours qu'a donné Alain Mamoncou au Collège de France il y a 3 ans, le livre est sorti l'année dernière, c'est un petit livre Lettres africaines, donc c'est les cours d'Alain Mamoncou au Collège de France sur la littérature africaine. Son dernier chapitre, du moins sa dernière conférence, porte sur le Rwanda. Et en quoi cet événement fondamental a été
un choc, et pour les Africains. Un choc d'abord parce que ça a été ignoré. Parce qu'on n'a pas su faire face. Et combien aujourd'hui, dit-il, cela change notre rapport à la littérature. Et une extraordinaire leçon. Mais il n'y a pas que les Africains. Je dirais, il y a aussi évidemment la communauté internationale extra-africaine, et à commencer par les Nations Unies, qui a été lamentable. Quand je dis elle a été lamentable, c'est-à-dire que quand le génocide a commencé, en avril 1994, au lieu, comme vous le savez, il y avait des soldats, des casques bleus. La première chose qui a été décidée, ça a été de réduire les effectifs des soldats. Ils sont passés de 2000 ou 2500 à 350 ou 400 au courant du mois d'avril 1994. C'est juste inouï. C'est-à-dire qu'au moment où les Rwandais, et en premier lieu les Tutsis, mais aussi les Hutus de l'opposition, qui se faisaient massacrer par le gouvernement génocidaire, au moment où ils avaient justement besoin du bouclier des casques bleus, on les a retirés. Et on a laissé les victimes, ou du moins enfin, les Tutsis et les membres de l'opposition, seuls face à leur bourreaux. Donc il faut prendre conscience de ça. Ça a été le cas évidemment des Nations Unies, mais c'était le cas des grandes puissances occidentales, hein. Les États-Unis, la Belgique, la France. Donc voilà, il faut aussi prendre conscience du rôle et de l'attitude de la communauté internationale, et c'est pas facile. Puisque je parle de la France, oui, ce serait un troisième élément de cette prise de conscience. C'est bien sûr, pour nous Français, quelque chose d'énorme. Là, on n'a pas pris conscience au début de ça. Moi, pas du tout. L'été 94, c'était la réalité du génocide. C'est qu'après que j'ai découvert que la France avait un rôle si capital dans ce pays, entre 1990 et 1994. Vous découvrez que notre pays, pour la deuxième fois de son histoire, au XXe siècle, est touché par une accusation gravissime, qui est celle de son rôle, pour ne pas dire de sa complicité, avec un acte de génocide. C'était le cas du régime de Vichy. Eh bien, en 1994, la France était la puissance tutélaire du Rwanda. La France était amie des génocidaires. Nous les avions entraînés, protégés, défendus, armés entre 1990 et 1994. Et c'est avec notre entraînement, notre appui, en tout cas notre couverture, notre argent, que ces gens-là ont commis l'irréparable. Vous découvrez notre rôle avant, pendant le génocide, et puis un peu plus tard, vous allez découvrir aussi après, parce que l'histoire ne finit pas en 1994. Mais bon, comme j'ai peu de temps, enfin 40 minutes, je ne vais pas tout vous raconter et pas surtout tout vous assommer complètement de tout ça. Mais voilà, donc c'est aussi prendre conscience du rôle de la France. Donc ça fait déjà beaucoup, hein, prendre conscience que c'est un génocide, prendre conscience de l'attitude de la communauté internationale, prendre conscience de l'attitude de la France. Et je finirai ce premier point par ce dernier point, qui est, je le dis dernier, mais qui est juste gigantesque, surtout en m'adressant à Pax Christi, qui est évidemment le rôle de l'Église. Car vous allez découvrir que l'évangélisation, d'une part, l'institution, d'autre part, et les clercs, enfin, ont un rôle central dans cette tragédie rwandaise. Alors, je dis tout de suite qu'il y a eu parmi les victimes aussi, bien entendu, des religieux, des religieuses, des catéchistes, des responsables de communauté, des prêtres. Ça, c'est évident. Je parle
devant l'un d'entre vous qui le connaît très bien, cette histoire, même deux d'entre vous, puisque vous aviez, je pense à Marc et à Marco, vous aviez tous les deux des amis qui ont été tués, un frère religieux et un prêtre pour Marc, qui ont été, du moins pour l'un, tués après le génocide, et très certainement par des gens qui ne voulaient pas qu'on dise ce qu'ils avaient fait pendant le génocide, et puis l'autre, un prêtre comment dire, de Syanika, pardon, je vais y arriver, qui est mort dans son église en protégeant les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans son église. Oui, il y a beaucoup de religieux dans un des diocèses du nord du pays. La moitié des prêtres ont été tués pendant le génocide, par les Hutus. Quand je dis la moitié, ça veut dire 31 prêtres, Tutsis. Donc, il ne s'agit pas de dire, évidemment, que l'ensemble des clercs étaient du côté des génocidaires. Une partie d'entre eux ont été du côté des victimes, bien entendu. Mais force est de constater que l'institution, la hiérarchie, le squelette de cette Église, malheureusement, a été compromis dans ce projet fou d'éliminer une partie de sa population. Vous prenez conscience de ça et c'est énorme. Vous prenez conscience que c'est pas que les Rwandais ont été mal évangélisés, c'est que les évangélisateurs ont été très mauvais. Il ne faut pas, je crois, faire porter la faute d'abord sur les évangélisés. Mais ce ne sont pas du tout les évangélisés qui ont inventé l'ethnie Tutsi et l'ethnie Hutu. Ce sont les pères blancs venus de Belgique qui ont inventé, ou du moins qui ont participé à l'invention de ces deux ethnies, qui ont appliqué au Rwanda la grille de lecture flamande-wallon dont ils étaient issus. Et qui ont vu dans les Hutus, je dirais, cette majorité opprimée par les aristocrates Tutsis. C'est en tout cas comme ça qu'ils ont forgé, je dirais, la manière, l'identité de ces deux groupes, en les identifiant, en les appelant, en les qualifiant d'ethnie. Or, il n'y a pas d'ethnie Hutu ou Tutsi. Bien sûr qu'il y a des catégories. Mais je vous rappelle qu'au Rwanda, tout le monde parle la même langue, le Kinyarwanda. Avant le christianisme, il ne formait qu'une seule société, avec la même mythologie, la même histoire, les mêmes traditions. Je veux dire, il n'y a aucune différence ethnique. Ce n'est pas du tout les Wallons et les Flamands mélangés les uns avec les autres. Rien à voir. Mais on a inventé, ou plutôt on a sectorisé, on a identifié, on a mis de côté des classes qui ressemblaient plus à des classes sociales. On les a essentialisées en faisant des ethnies, avec l'idée d'une majorité Hutu qui, parce que pensaient les pères blancs, et pas que, mais enfin en tout cas beaucoup de religieux, parce que exploités par l'aristocratie Tutsi, méritaient, qui était minoritaire, méritaient de prendre le pouvoir et d'en finir avec ces odieux aristocrates. Parce qu'en plus, on a appliqué cette grille de lecture. Et là, l'Église a une grosse responsabilité, je crois, dans la manière de penser cela et de le maintenir, jusqu'à mettre dehors des prêtres qui n'étaient pas d'accord avec ça. En 1994, le premier article que j'écris sur le Rwanda, je l'écris en racontant l'histoire d'un père blanc qui, en 1963, avait alerté l'opinion internationale, avait tenté d'alerter l'opinion internationale sur l'un des premiers pogroms dont ont été victimes les Tutsis, 1963, Noël 63. On avait eu en 59, 61, 62 et 63 étaient énormes.
Et ce père Blanc donc, avait écrit une lettre qu'il avait ensuite essayé de faire distribuer, notamment au Figaro et au Monde, en mars 63. Prêtre que j'ai rencontré en août 94, et avec qui j'ai écrit un article qui s'appelait Rwanda en 1963 pour expliquer que ce génocide auquel nous assistions n'était pas né de rien, mais avait aussi une histoire et une préhistoire. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement parce que ce prêtre qui a essayé d'alerter, qui lui a sauvé les gens qui étaient dans son église, mais qui a assisté à des massacres autour de lui, qui décrivait ces massacres exactement dans la même langue que celle de 94, c'est-à-dire qu'on tuait les Tutsis, on leur coupait les talons d'Achille, on éventrait les femmes, on balançait les corps dans la rivière, avec un discours exterminateur. Mais c'était 1963. Ce prêtre était désolé, pour ne pas dire désespéré, du silence des chancelleries, mais également de sa hiérarchie, et notamment de l'archevêque de Cap-Gaï, Monseigneur Pérodin, qui était la grande figure catholique de l'époque. Il va dominer le Rwanda, l'église rwandaise de 1953, je crois, jusqu'au début des années 90. Il est présent au voyage du pape en septembre 90 au Rwanda. Pérodin, qui n'a rien dit de ces massacres, notamment celui de Noël 63, qui a minimisé les choses, obtient quelques années après son exclusion du Rwanda, parce que considéré comme pro-Tutsi. Voilà ce qui s'est passé. C'était la réalité de cette époque. Donc oui, l'Église, en tant qu'elle est aussi une institution, en tant qu'elle a évangélisé ce pays, en tant qu'elle l'a protégé, en tant qu'elle a tué les massacres d'avant 94, en tant qu'elle a encadré, soutenu, légitimé le régime mis en place au début des années 60 et qui va peu à peu se radicaliser jusqu'à l'explosion terrible d'avril 94, cette Église a un rôle dans cette tragédie dont il faut prendre conscience et devant lequel il faut faire face, ce qui n'est pas facile. Faire face, enfin prendre conscience. C'est dans cette problématique, à partir de là, qu'on peut commencer à ensuite penser à l'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est la deuxième partie, je dirais faire face. Évidemment, ok, le génocide a eu lieu, vous en avez pris conscience. Maintenant, il faut faire face. Il faut faire face pourquoi? Si vous voulez ensuite vivre après, comment on vit après? Comme vous le savez, le Rwanda s'est engagé dans une politique de réconciliation. Vivre avec, c'est d'abord, donc, je vais le distinguer encore en trois parties. La première, c'est vivre avec au Rwanda. Comment font-ils? Ou comment ont-ils fait? La première question, évidemment, c'est que faire des meurtriers? Que faire de meurtriers quand 80% de la population est meurtrière? Alors, il s'est passé deux choses. La première chose, ça a été d'abord, évidemment, la justice internationale s'est très vite mobilisée pour juger les responsables. Mais il y a eu aussi la question, je dirais, du Rwanda. Et au Rwanda, à la fin des années 90, s'est mis en place une justice traditionnelle, les Gagacha, dont l'idée était, ils ont repris, je dirais, une justice d'avant la colonisation, qui était, voilà, quand il y a une chose grave qui se passe dans un village, on se réunit, on écoute ce que disent les uns et les autres, et la personne qui est accusée tente, du moins exprime sa position devant tous, et en général, quand c'est devant tous, on peut espérer que sa parole n'est pas complètement dans le mensonge. Du moins, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont mis en main, la justice dans les villes. Ils ont remis la justice dans les communautés selon cette organisation traditionnelle. Il n'y a pas eu beaucoup de vengeance. L'idée était surtout la suivante. Je dis ce que j'ai fait, un peu sur le modèle de ce qui se passait en Afrique du Sud. Je dis ce que j'ai fait, ou pas fait d'ailleurs. Mais surtout, je dis à la victime où se trouvent les corps.
parce que c'est la grande question qui va hanter le Rwanda d'après le génocide, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est les corps. En 94, l'ONU, enfin à la fin de l'été 94, l'ONU estime qu'il y a eu à peu près 800 000 morts. Aujourd'hui, au début de mon entretien, je vous ai dit 1 million de morts. Pourquoi j'ai dit 1 million de morts? Pourquoi 200 000 de plus que 1994? Mais parce que chaque année, on retrouve des corps. J'y étais donc il y a quelques jours encore, et à Gabgayi, quand j'étais au Rwanda, donc j'y étais à la fin du mois de mai, à l'occasion d'un chantier pour élargir l'hôpital de Gabgayi, construire une maternité, les pelleteuses sont tombées sur 3 fosses communes. Et donc le chantier a été arrêté pendant 3 semaines et a été là exhumé 961 corps du génocide. Et ça arrive, non pas tous les jours, mais du moins chaque année, chaque mois, on découvre, on tombe, on exhume des corps du génocide. Donc on n'est plus du tout à 800 000, mais au moins 1 million. Les corps étaient au cœur des gagacha et de la réconciliation, c'est-à-dire que la victime pouvait se réconcilier, je ne sais pas, mais du moins avoir sa peine un tout petit peu moins aiguë si son bourreau lui disait où se trouvait le corps de son père, de sa mère, de son fils, de sa fille, de sa femme, etc. C'est ce qui s'est passé pendant les gagacha. Pas complètement, mais en tout cas, cette reconnaissance de la faute, si je peux dire, ou du crime, mais surtout de dire à la victime, bah écoute, je vais quand même te dire où est enterré ton mari, a permis non pas la réconciliation entre les uns et les autres, mais un début de cohabitation. L'autre option qu'a choisi aussi le Rwanda, c'est d'en finir avec cette question d'ethnie. Et ils sont très sévères là-dessus, puisque vous n'avez plus le droit au Rwanda de parler de Hutu ou de Tutsi, du moins de nommer l'autre en tant qu'il est un Hutu ou en tant qu'il est un Tutsi. Ça va très loin, parce que si vous faites ça, vous êtes accusé d'être du côté de la division et de véhiculer, je dirais, l'idéologie du génocide. Donc, c'est l'un des moyens qui a été utilisé, c'est-à-dire on en finit avec nos définitions issues de la colonisation, Hutu et ethnie, nous sommes tous des Rwandais. Et ils se définissent comme Rwandais. Et même sur les mémoriaux du génocide, il y a marqué mémorial, enfin on parle de victimes du génocide. On évite de parler de Tutsi. Le mot Tutsi est utilisé pour nommer la victime du génocide, malgré tout, pour éviter la confusion et, je dirais, les théories négationnistes qui fleurissent dans la région des Grands Lacs et en Europe depuis l'été 94, qui consistent à amoindrir la question du génocide des Tutsis, en disant mais oui, il y a aussi des Hutus qui ont été tués. Du coup, il y a aussi un Hutu, enfin les Hutus ont aussi été victimes d'un génocide, ce qu'on appelle la théorie du double génocide. Donc, pour lutter contre cette théorie et ce négationnisme, on admet encore de désigner les victimes du génocide par Tutsi, mais en règle générale, on évite, enfin au Rwanda en tout cas, on ne parle plus de Hutu et de Tutsi. C'est terminé. Ça, vous le savez peut-être, mais jusqu'en 1994, sur la carte d'identité, il y avait marqué Hutu, Tutsi ou Toi. Toi, c'est la troisième communauté ou singularité des Rwandais qui était, enfin, peu importe, qui était une toute petite minorité. Bon, bah, évidemment, aujourd'hui, vous êtes Rwandais et point barre. Ça, c'est aussi important. En finir avec l'ethnie. Mais alors, surtout, là où le Rwanda me semble tout à fait intéressant à signaler, faire face à ça, vivre ensemble, parce que, enfin, faut quand même bien prendre conscience, hein, ça veut dire quoi vivre ensemble. Quand vous êtes une victime du génocide, vous êtes obligé sur votre colline de vivre à côté de ceux qui ont, enfin, votre voisin, c'est un ordre entre voisins, est là, et vous êtes obligé de le croiser tous les jours. Vous êtes obligé de vivre aux côtés et à côté de ceux qui ont exterminé votre famille. Tous les jours. Tous les jours. Et il faut savoir que votre voisin, souvent, ne disent pas d'ailleurs où est enterré votre père, encore une fois, votre mère. Et vous êtes seul parce que vous avez perdu votre famille. Les victimes du génocide sont sans famille. Ils ont tous perdu 80-90% de leur famille.
Donc, ils sont remariés, peut-être, mais pour les femmes et les hommes, se remarier après un génocide, enfin, se marier ou se remarier après un génocide, c'est pas simple. Euh, Ils ont rarement des familles nombreuses. Enfin, c'est pas les autres, quoi. Donc, ils ont plein de choses, plein de problématiques devant lesquelles ils doivent faire face. C'est donc une situation extrêmement compliquée. C'est aussi extrêmement compliqué pour les autres, pour les tueurs, euh, et pour leurs familles, et pour leurs descendants, leurs enfants. Les tueurs, eux, ils se disent, pour la plupart d'entre eux, enfin, si vous croyez qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait, on se trompe. Euh, Primo Levi disait très bien, lorsqu'on lui demandait, mais est-ce que vous avez pardonné, vous, à un Allemand, euh, ce qu'il vous a fait, répond non. Et pourquoi? Mais parce que j'ai jamais rencontré d'Allemand qui était vraiment dans le repentir. Enfin, lui, en tout cas, avait le sentiment que les Allemands qu'il croisait, qu'il rencontrait, et qui avaient participé à l'extermination des Juifs, n'étaient pas vraiment dans le repentir. Quand vous franchissez cette ligne rouge, hein, qui est celui de commettre un génocide, je ne crois pas que vous puissiez revenir. Vous êtes, à mon avis, si vous avez adhéré à l'idéologie du génocide, non seulement à son idéologie, mais si vous l'avez pratiquée, il me semble très très difficile. C'est sans doute vrai pour une toute petite minorité, mais de revenir là-dessus, d'être dans le repentir de ce qu'on a fait. De vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un homme qui prend, ou d'une femme qui prend conscience de ce qu'il a vraiment fait, qu'il a vraiment voulu exterminer qu'il a exterminé son voisin, sa voisine, son enfant, etc. Simplement parce qu'il était Tutsi et que ce qu'il a fait était juste impardonnable, qu'il n'y avait aucune raison objective de le faire. Eh bien, pour accepter cela, il faut, enfin, je veux dire, le réflexe que nous avons tous, c'est le déni, quoi, pour se protéger. Rien de plus difficile que d'apparaître, comment dire, d'apparaître au regard de sa propre conscience comme un coupable. Rien de plus difficile. Il est extrêmement difficile pour la plupart d'entre nous d'admettre, en vérité, que nous avons été un bourreau. Donc, cette difficulté majeure qu'il y a à reconnaître quand on a commis quand on a participé à un tel crime, qui est au fond, comme le dit Yann Yakelevitch, c'est un crime impardonnable, parce qu'au fond, le bourreau ne peut pas demander pardon. Demander pardon, ce serait reconnaître en lui sa dimension de bourreau. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et qu'est-ce qu'il fait après? Je veux dire, il ne peut plus vivre, enfin, son identité, ça s'écroule. Il peut devenir fou. On devient fou si on reconnaît ce qu'on a été. C'est intéressant d'ailleurs. Monsieur, je suis une Rwandaise. Il faut arrêter de certains moments de, de créer des blessures, ok? Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, je souffre beaucoup. Je comprends parfaitement. Écoutez, je suis absolument désolé de provoquer ça en vous, mais je crois que nous ne sommes pas du tout d'accord sur le fond, parce que je vois tout à fait d'où vous vous situez malheureusement. Mais si ce que je dis ne vous le supportez pas, pardonnez-moi. En tout cas, je suis désolé de vous blesser, mais je sais que je blesse un certain nombre de Rwandais, mais c'est en général ceux qui ont quitté le Rwanda à partir de 1994 et qui, pardonnez-moi, sont liés aux génocidaires. Nous avons accueilli en France, enfin, c'est un autre problème, mais c'est là où le rôle de la France et de l'Église est important, parce que non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons aidé ce régime jusqu'en 1994, mais nous avons été de manière très inconsciente, nous avons continué à soutenir une partie des génocidaires, non seulement en RDC, mais en France, comme vous le savez, on arrête régulièrement aujourd'hui, depuis d'ailleurs Emmanuel Macron, on arrête aujourd'hui des gens qui étaient Kabanda, qui était ce qu'on appelle le trésorier du génocide. Nous avons des prêtres qui sont accusés d'avoir commis ou d'avoir été associés au génocide. Beaucoup
moi, beaucoup d'amis, enfin, beaucoup de témoins, beaucoup de rescapés de génocide qui sont aussi en France me racontent les divisions qu'il y a dans la communauté rwandaise et combien enfin une partie en tout cas de ces Rwandais sont toujours habités par cette idéologie de détestation des Tutsis, reproche à Kagame d'être donc le président actuel du Rwanda, donc celui qui a combattu Habyarimana en 1994, voit dans Kagame une personnalité qui est le Hitler de la région des Grands Lacs. Comme disait Rosemary, c'est le plus grand criminel, je crois, ou sanguinaire. Enfin, il y a, malheureusement, ce génocide n'est pas terminé, du moins on n'en finit jamais avec le génocide. Cette idéologie perdure chez les parents, mais aussi chez les enfants, car c'est un point que je voulais aborder. Donc, au Rwanda, vous avez ceux qui ont commis le génocide, qui sont là, mais vous avez aussi les enfants, qui, eux, qui sont nés après. 80% de la population au Rwanda est née après le génocide, et ils ont vu leurs parents faire de la prison. Ils entendent à l'école que 80% de la population a participé au génocide, donc leurs parents, en grande partie, il faut admettre cela. Vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, et vous découvrez que vos parents, ou votre père, votre mère, est du côté des tueurs. C'est un choc énorme. C'est un traumatisme capital. C'est d'une difficulté rare. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles cette distinction entre Hutu et Tutsi est abolie aujourd'hui au Rwanda, mais surtout, c'est ce que je voulais dire avant d'être interrompu, il me semble que le pari de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui est le suivant: ils savent très bien que ce qui s'est passé entre 1990 et 1994, et je dirais même depuis 1959, ils savent très bien que les déchirures sont tellement profondes, la violence a été tellement gigantesque, le mal commis a été tellement radical, qu'il serait naïf de penser que les gens, du jour au lendemain, vont pouvoir vivre dans une paix et dans une réconciliation comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ils sont une minorité, parce que les Tutsis rescapés restent une minorité. La seule chose qu'ils ont, le pari qu'ils font, est le suivant, est de dire, nos blessures sont toujours là, bien sûr. Mais nous, disent-ils, on va vous assurer une vie meilleure. Au moins sur 3 points, sur les écoles, sur la santé et sur le travail. Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda, je peux vous assurer, moi je connais, je ne sais pas si je peux dire que je connais l'Afrique, mais enfin j'y vais une dizaine de fois par an. Enfin, je travaille sur ce sujet depuis des années. Le Rwanda, dans la région des Grands Lacs, est tout à fait à part. C'est un pays qui a réussi à décoller économiquement. Il y a encore beaucoup de pauvres, mais il est tout à fait à part. Vous arrivez à Kigali, vous descendez de votre avion, vous obtenez votre visa en 5 minutes. Ce qui est remarquable. J'ai été testé contre le Covid. Enfin, tous les passagers venant d'Europe étaient testés contre le Covid, mais c'était fait dans l'aéroport, de manière à savoir si nous étions oui ou non positifs. Ensuite, on nous a envoyé une voiture qui nous a conduits à l'hôtel dans lequel nous étions. L'hôtel nous a mis en quarantaine une nuit, parce que moi je suis arrivé vers 20 h, donc je suis testé vers 21 h. Je suis à mon hôtel vers 22 h, 22 h 30. Et à 7 h du matin, j'ai le résultat sur mon téléphone portable de mon test. Et l'hôtel a le résultat. Donc, et je suis sorti de ma quarantaine à 7 h du matin. Ça, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'il y a un progrès. Quand on voit l'Ouganda et le Rwanda, le Rwanda en 1994, c'est un pays, mais à terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un pays, un pays, il n'y a plus rien dans lequel une partie de la population est exterminée par l'autre partie de la population. L'Ouganda à côté,
reste dans une situation économique de pauvreté, de corruption, il n'y a aucune perspective pour la jeunesse ougandaise. Les écoles, la santé, tout ça est à terre. Au Rwanda, encore une fois, les écoles marchent, fonctionnent. La règle est simple. Si vous travaillez correctement à l'école, peu importe ce qu'ont fait vos parents, peu importe d'où vous venez, vous réussirez. Il n'y a aucun passe-droit, à ma connaissance, aucune corruption, à ma connaissance. Les écoles sont tenues, les professeurs sont correctement rémunérés, et les étudiants rwandais sont acceptés dans les plus grandes universités du monde. L'université de Kigali est une excellente université. Il en est de même pour la santé. Depuis 2009 ou 2010, il y a la couverture universelle au Rwanda. Alors que vous êtes malade, vous êtes pris en charge. Vous n'êtes pas mis de côté. Et pris en charge correctement. Ça, ce sont des exemples. Je ne vous parle pas ensuite du taux de croissance du Rwanda. Si tout le monde regarde le Rwanda aujourd'hui, avec, je dirais, une forme d'intérêt, pour ne pas dire de surprise, et pour certains d'admiration, c'est que ce pays a réussi. Il y a un miracle rwandais, à l'évidence. Quand je dis un miracle rwandais, ça ne veut pas dire que, encore une fois, la réconciliation entre les uns et les autres est faite. Il me semble que l'intervention de Rosemary témoigne de ces blessures encore très fortes entre les uns et les autres. Ces plaies qui sont là, on gratte sur ces plaies et elles ne sont pas du tout, je dirais, cicatrisées, c'est certain. Mais ce pays est animé par un dynamisme. Par exemple, quand j'y étais, c'est au Rwanda, c'est le Rwanda qui a eu l'idée et qui a organisé avec NBA américaine le premier tournoi de basket africain. Ce qui a été un succès énorme. Enfin, je veux dire, le voyage de Macron a eu beaucoup moins d'audience dans les médias que les matchs de basket qui avaient lieu à l'Arena Kigali au même moment. Ce sont des exemples. Ce pays a réussi l'impensable, c'est-à-dire, il me semble, revenir de l'abîme pour essayer de proposer un présent et surtout un avenir acceptable à tous. Vous remarquerez qu'à la différence de tous les pays qui sont autour du Rwanda, vous n'avez pas de Rwandais qui quittent le Rwanda pour des raisons économiques, pour chercher du travail en Europe. Vous en avez, au contraire même, Kigali a pris sa part en tout cas dans l'accueil d'un certain nombre de migrants coincés en Libye il y a 2 ans. Alors moi, je ne suis pas évidemment là pour faire l'apologie du Rwanda, bien entendu, mais cette réconciliation, du moins cette manière de vivre, c'est la réalité. C'est ce que ce pays a essayé de faire et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà ce qui se passe pour Rwanda. Donc faire face, c'est avec toutes ces difficultés, ces fragilités. J'ajoute enfin, ce qui est quand même ce qui est aussi important, c'est évidemment un régime qui n'est pas une démocratie à la suédoise. Et là, je pense qu'on serait d'accord avec Rosemary. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un régime autoritaire. Je vous parlais tout à l'heure de la question de l'ethnie. C'est une vraie faute. Hein. C'est le crime de génocide, de division, être du côté de la division, peut vous conduire à aller en prison et à payer très cher. Ce régime se sent agressé. Ce régime se sent agressé parce qu'il y a autour de ce pays, notamment en RDC, des génocidaires qui sont toujours là et qui, de la RDC, on appelle ça les FDLR, par exemple, fondés par l'ancienne armée rwandaise mis en déroute par le FPR en 1994, aujourd'hui encore, sont présents en RDC. Montent des opérations d'infiltration du côté du Rwanda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ambassadeur italien qui a été assassiné au mois de février de cette année dans le Kivu, donc à l'est de la RDC. Kinshasa a accusé les FDLR d'avoir été les responsables de son assassinat. Les FDLR sont présents au Rwanda, en RDC,
mais ils sont très présents dans la diaspora rwandaise, en tout cas tous ceux qui ont quitté le Rwanda à partir de 1994, notamment en France. On sait très bien qu'en France, les caisses, je dirais, financières des FDLR sont, entre autres, du côté de Rouen, d'Orléans. Il y a ici des communautés qui sont très proches de ce mouvement, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Donc, face à je dirais, ces menaces, oui, le régime est autoritaire et n'hésite pas à frapper très fort contre ceux qui ne pensent qu'à une chose, c'est à le renverser, pour sans doute finir le travail qu'ils n'ont pas réussi à finir en 1994. Je vais ensuite très vite sur faire face, que fait la communauté internationale. La communauté internationale a beaucoup aidé le Rwanda, ça c'est certain, ce qui explique aussi son succès. Et à ce jour, en tout cas, trois États ont demandé soit des excuses ou ont demandé un pardon. Sachez-le, les États-Unis, c'était le premier, Bill Clinton. Ensuite, la Belgique. La Belgique a été la puissance colonisatrice. Et puis le pape François, qui a demandé pardon à Kagame il y a 3 ans, je crois. La France, enfin. Faire face, c'est aussi faire face pour la France. Pendant 27 ans, la France était dans le déni de ce qui s'est passé au Rwanda, du moins de son rôle au Rwanda. Nous venons d'assister à un événement historique dans la commission des historiens qui a reconnu et établi la responsabilité de la France dans l'histoire rwandaise. Et le voyage d'Emmanuel Macron à Kigali est évidemment un tournant, puisque pour la première fois, un président de la République française à Kigali, dans un mémorial, face à 250 000 restes, c'était des restes de Tutsis, a reconnu la responsabilité grave et accablante de la France entre 1990 et 1994. Donc ça, c'est absolument gigantesque. Reste que des excuses n'ont pas été prononcées. Moi, je pense que ce serait nécessaire, mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Je pense que ce serait bien aussi pour les rescapés et pour les Rwandais. Non pas que ça va évidemment faire revenir les morts, mais m'ont dit, en tout cas ceux que j'ai rencontrés à Kigali quand j'y étais, tous me disaient, mais au moins, des excuses, c'est au moins reconnaître ce qui nous est arrivé, la part que vous avez prise dans ce qui nous est arrivé, et les morts ne reviennent pas, mais ça participe à mettre du baume sur nos cicatrices. Je finis juste sur un point en conclusion. Pourquoi le Rwanda est important, ou du moins au-delà de tout ce que nous avons dit ou ce que j'ai essayé de vous dire, ça nous met devant quelque chose, c'est aussi un exemple de notre responsabilité, et là c'est vous en tant que Pax Christi, face aux événements du temps présent. Ça nous conduit à une chose importante qui est d'essayer d'être à la hauteur des événements ou de l'événement, de ne pas être trop en retard sur l'événement, de ne pas passer à côté de l'événement. Et du coup, d'être attentif et de créer des lieux ou d'investir des lieux ou de permettre à des lieux de veille d'être là, des lieux où justement on est extrêmement attentif aux signes qui peuvent conduire à des tragédies. Vous le savez tous, les racines de la guerre, et pas simplement d'un génocide, mais du moins, d'un génocide bien entendu, mais je pense aussi aux conflits, aux guerres, elles surgissent et elles se développent en temps de paix. C'est-à-dire que quand nous vivons en paix, ou dans une période de paix, il faut être attentif, extrêmement attentif, et c'est notre responsabilité, aux signes des crises de demain, de manière à essayer de les conjurer, bien entendu, ou à s'y préparer, et avoir la bonne réponse, si possible, à l'événement qui est en train de se dessiner. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est la seule chose qu'on peut faire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais et un mouvement comme le vôtre, je crois, doit aussi, et peut-être d'abord, s'inscrire là, c'est-à-dire à être ces veilleurs, l'un de ces lieux où on regarde les signes du temps ou des temps avec une froideur, avec une intelligence, sans passion, en essayant en tout cas de regarder les choses sans passion, mais avec efficacité et rigueur, de manière à pouvoir, quand il le faut, sonner le Tosquin
Ce qui n'a pas été fait en 1994, on n'a pas sonné le Toscan. Ce qui n'a pas été fait entre 1990 et 1994, alors que les choses se mettaient en place devant nous, on n'a pas sonné le Toscan. Sonner le Toscan permettrait sans doute de conjurer un certain nombre de tragédies. C'est là-dessus que je voudrais, si vous voulez bien, terminer mon point. Donc oui, essayons d'être à la hauteur de l'événement, de nos événements, et au fond à la hauteur du temps présent, du temps dans lequel nous vivons, qui est notre temps. De cela aussi, je pense, on nous donnera des comptes. Voilà. Non seulement peut-être devant nos enfants, qui nous diront « mais qu'avez-vous fait ?» Comme moi j'ai fait avec mes grands-parents pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, « mais qu'avez-vous fait ?» C'était bien gentil d'être, ce que j'ai dit, moi j'étais très sévère avec la génération de mes grands-parents. Eh bien, ma génération à moi face au Rwanda n'a pas été très brillante. Et qu'avons-nous fait? Et que ferons-nous pour les problèmes de demain, enfin les tragédies de demain? Voilà comment je pourrais, si vous voulez bien, terminer mon petit propos. Bon, et puis je suis désolé si j'ai encore une fois choqué Rosemary. Et c'est bien aussi parce que vous voyez, le sujet est un sujet extrêmement compliqué, complexe, douloureux, violent, brutal. Un génocide, c'est d'une extrême brutalité. Et c'est vrai que quand on en parle, et moi aussi je peux l'être, brutal, on est emporté par cette violence qui peut nous conduire à utiliser des mots très forts, à nous aveugler sur un certain nombre de choses et à avoir des gestes terribles 27 ans après. Parce qu'on est 27 ans après quand même. Mais ça nous habite encore et ça nous hante encore. Merci, merci Laurent de ce témoignage qui ne nous laisse pas indifférents. Je trouve personnellement très difficile d'articuler des questions comme si on traitait d'un sujet objectif et scientifique. C'est quelque chose qui touche la vie des millions de personnes, qui remet en cause nos convictions, nos comportements, et même si nous, personnellement, vous, moi, nous n'avions rien à voir là-dedans, je garde personnellement le souvenir de ce qu'on entendait tous les jours à la radio, et ça semblait tellement lointain, et ça me laissait largement indifférent. C'est ça, j'en prends les propos de Hannah Arendt sur la banalisation du mal, non pas du côté des bourreaux, mais du côté des spectateurs. On entendait ça comme on entendait plein d'autres nouvelles, vous y avez fait allusion, et on en restait là. Pour moi, le choc a été quand le général canadien Dallaire a publié le livre, le témoignage, et a révélé voilà, le cynisme avec lequel on avait réduit ses effectifs, etc. etc. Donc, je pense que je suis de ceux qui pensent que devant de telles énormités, seul le silence est de mise, mais je ne voudrais pas, certainement pas, brider la parole des amis de Pâques qui ont écouté vos propos, dont je vous remercie sincèrement. Si vous voulez intervenir, la parole vous est ouverte. Oui. Parler? Roland, oui. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Roland Nivet, je suis porte-parole national du Mouvement de la Paix. Je vous remercie vraiment d'avoir organisé cette visioconférence qui à chaque fois me trouble parce que on est vraiment sur des questions fondamentales de l'humanité. J'ai mis tellement de temps à essayer à comprendre ce qui s'est un peu passé. Je remercie vraiment l'intervenant qui vraiment pour la qualité de son intervention. Je ne sais pas combien d'années j'ai vu avant de tomber sur le livre de Jean-Pierre Chrétien, chercheur, directeur de recherche au CNRS, qui a démontré par un travail, il travaille depuis 30 ans sur cette région-là, qu'effectivement, quelque chose que j'avais toujours pensé, qu'il y avait des sortes de peuples différents, et bien qu'il n'y avait pas de peuples différents, et qu'il y avait en gros deux classes sociales qui ont joué des rôles différents dans l'histoire du Rwanda. Les Tutsis, après la guerre 14-18, a été plutôt mis en épingle parce que c'était les plus riches et les colonisateurs se sont plutôt appuyés sur les plus riches, alors que après 1945, on s'est plutôt appuyé sur, comme le disait l'intervenant,
sur ceux qui avaient plutôt été exploités. Voilà. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, parce que bon, ce qui nous pose problème, enfin qui se pose problème, qui est incompréhensible. Alors, il y a bien sûr eu des génocides avant quand même. Il y a le génocide des Arméniens hier sur Arte. Il y avait une excellente émission là-dessus aussi. Donc on en parlera peut-être parce que parmi les Turcs, il y a eu des justes. Parmi les Allemands, il y a eu aussi quelques justes. Ça n'empêche pas d'avoir l'analyse que vous avez faite et que je partage. Parce que dans ce qui s'est passé au Rwanda, effectivement, je lisais récemment les livres de Saint-Exupéry, ce journaliste du Figaro qui a fait deux livres sur le terrain. Bon, quand il... Cher ami, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez une question, une remarque? Oui, oui. Donc, je voulais évoquer vos lectures. Merci. À ma question, mais quand même dire pourquoi j'avais apprécié. Mais la question, c'est quand même la préméditation, le rôle des médias et comment se fait-il que une personne pouvait partir du lieu du crime à 5 heures pour rentrer voir sa famille, manger, et pour faire en sorte que les prisonniers ne s'en aillent pas pendant la nuit, de leur couper les tendons d'Achille et de revenir les tuer le lendemain. Là, c'est comment l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'un humain a pu être transformé à ce point pour commettre de tels. Alors, je termine, je crois qu'effectivement, on pourrait discuter des solutions. Une des solutions, je crois que c'est vraiment la construction de la paix. Aujourd'hui, ce que l'intervenant terminait en disant, eh bien, il faut sonner le tocsin. Et sonner le tocsin, c'est construire la paix aujourd'hui. Moi, je pense que la résolution des Nations Unies sur la culture de paix donne l'essentiel des solutions, c'est-à-dire pas d'inégalité dans le développement, les questions des médias, les questions de la tolérance. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Oui, vous avez été un peu long, mais merci. Y a-t-il une autre remarque? Vous avez tout à l'heure, Roland Nivet, je crois, nommé Jean-Pierre Chrétien et Patrick de Saint-Exupéry. Jean-Pierre et Patrick sont des amis et je suis, moi, plutôt de ce camp-là, très clairement. Pour moi, le génocide, en fait, on parle de préméditation, et bien sûr que c'était prémédité. Mais au fond, il ne commence pas le 7 avril 1994. L'histoire commence, du moins, moi je dirais, et on est plusieurs à le penser, commence dès novembre 1959, qui est le premier pogrom anti-Tutsi. C'est-à-dire que vous avez là, à une petite échelle, hein, on est à 10 ou 15 000 morts officiels, des Tutsis qui sont exterminés en novembre 1959, parce que Tutsis, dans une petite région du Rwanda. Et ceci se reproduit en 1961. Je parlais tout à l'heure en 1963. Si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer la lettre de ce père blanc de 1963 et vous verrez ce qu'il décrit est un acte de génocide. Et on a l'impression d'être en 1994. Et pour terminer sur ce point, entre 1990 et 1994, donc avant l'attentat contre l'avion de Juvénal à Biarimana, vous avez eu 4 ou 5 massacres très importants de Tutsis. Et d'ailleurs, la communauté internationale n'a rien dit au moment de ces 4 il y en a eu 4 ou 5, j'ai plus ça en tête exactement. Sauf, quand je dis 4 ou 5, on est sur des chiffres de 5 à 20 000 personnes de Tutsis qui ont été tués parce que Tutsis. Il y a eu, à un moment donné, les chancelleries, et même la France a un peu dit à Julien Albiarena que voilà, il ne fallait quand même pas aller dans ce sens-là, en 1993, je crois. Mais donc, cette violence contre cette communauté, elle n'est pas née, je dirais, dans l'attentat du 6 avril 1994. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attentat du 6 avril, après l'attentat, le lendemain, le 7 avril, s'est mis en place, semble très clairement, un projet d'extermination. Le projet d'extermination, mais là, pas simplement dans une paroisse, dans une région ou dans une ville, mais là, à l'ensemble du pays. Ça a commencé de manière très claire à Kigali, avec une élimination totale, ou presque totale, de l'opposition Hutu. On dit les Hutus modérés. Non, il n'y a pas d'Hutus modérés. Ceux qui ont été tués par le régime en place, du moins par ceux qui ont pris la succession de Juvénal Habyarimana, c'était des Hutus, oui, mais les Hutus de l'opposition, c'était des démocrates qui étaient, eux, du côté des accords d'Arusha. Ils n'ont pas été tués parce que Hutus, parce qu'ils étaient politiquement pour un partage équitable du pouvoir entre les uns et les autres.
Donc, eux ont été tout de suite mis sur la liste, hein, ils ont été effectivement tués parmi les premiers, et en même temps, les Tutsis, parce que Tutsis, ça a duré une centaine de jours. Donc oui, préméditation, plan, pour préparation, organisation, avec de l'armement, avec des techniques, avec des miliciens, avec un discours, des médias, la radio Mille Collines, par exemple, qui, avant et pendant, va encadrer, donner des listes, nommer les personnes à tuer, cultiver enfin, justifier et nourrir la violence. Voilà ce que je pourrais dire un peu, mais je pense qu'avec Rosemary, on ne sera pas d'accord, parce que vous voyez les choses différemment. C'est évidemment votre droit. Mais voilà, en tout cas, sachez que tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, qu'ils soient les historiens français, à commencer par la commission Duclerc, donc c'est une commission d'historiens, ce rapport est très très net. Il raconte ce que je vous ai dit. Les spécialistes de l'école des hautes études de Sciences Po, je pense à Jacques Semelin, ou des universités, enfin en tout cas ceux qui travaillent sur ces questions-là, qui ont des diplômes universitaires en France aujourd'hui, disent ce que je dis, et quasiment tous les journalistes qui travaillent sur les questions depuis 1994, enfin, je pense à Patrick de Saint-Exupéry ou à Maria Malagardis par exemple, disent ce que je dis, en tout cas les témoins ou ceux dont le métier était de rapporter les faits, disent cela, mais c'est aussi vrai en Belgique, du moins parmi les universitaires reconnus, c'est vrai aux États-Unis, bien entendu, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie. Ce que vous dites, je crois, est assez minoritaire et très circonscrite, je dirais, à une partie de la population, mais en tout cas, elle n'est pas du tout reconnue dans le monde scientifique. Est-ce que je peux poser la question à Laurent par rapport à la situation actuelle? Vous avez décrit un pays qui fonctionne à merveille. Personnellement, je ne le connais pas, mais ma fille a eu l'occasion de séjourner pour des raisons professionnelles, à travailler au Rwanda pendant 2 reprises, quelques jours, etc. Mais elle est revenue avec la même impression d'un pays extrêmement ordonné, discipliné, éduqué, poli. Tout le monde sourit, tout le monde salue tout le monde. Il n'y a pas un papier qui traîne dans les trottoirs. Mais ça lui avait donné l'impression de quelque chose d'assez... une sorte de... Je ne sais pas. Les gens sont obligés d'être gentils et d'être heureux. Je ne sais pas si les gens sont obligés d'être gentils et d'être heureux. Il est évident que... Moi, je ne dis pas que c'est un pays qui marche à merveille. Hein. Moi, j'aurais du mal, je pense, à vivre au Rwanda. Mais je ne suis pas rwandais non plus. Et moi, je suis français et je n'ai pas connu de génocide. Enfin, du moins, pas comme celui-ci. Enfin, c'est pas exactement la même histoire. Enfin, c'est une histoire terrible. Voilà, donc c'est un pays qui fonctionne, ça c'est certain. Et en ce sens, il est déjà exceptionnel en Afrique, du moins dans l'Afrique que je connais. Il fonctionne du point de vue, en tout cas, de sa vie ordinaire, de la vie des gens, quoi, mais ce n'est pas un pays facile. Il y a aussi des pauvres au Rwanda. Si vous quittez Kigali, il y a des gens qui travaillent au champ, et le travail au champ est un travail dur, est un travail rude, est un travail exigeant. Il y a des gens donc, qui vivent encore dans des conditions matérielles rudes. Simplement, sur au moins 2 points, ils ont une chose que n'ont pas les pays voisins et la plupart des pays en Afrique. Encore une fois, c'est un système de santé debout et qui leur est, comment dire, ouvert, et un système éducatif qui est debout et qui, pour leurs enfants, les enfants sont traités à égalité. Ce qui n'était évidemment pas le cas du Rwanda d'avant 1994, avant le génocide, du temps d'Habyarimana, où, comme vous le savez, les Tutsis étaient, il y avait des quotas de Tutsis pour aller dans le secondaire d'abord, et puis ensuite dans le supérieur. Il y avait des quotas pour les enseignants. Il y avait des quotas, enfin, ils étaient stigmatisés, mis de côté, enfin, il y avait un régime d'apartheid, ce qui n'est pas évidemment le cas aujourd'hui. Ensuite, pour le reste, oui, c'est un pays contrôlé, mais alors à tort ou à raison, eux se vivent comme étant encore sous la menace des génocidaires de l'extérieur et des génocidaires de l'intérieur.
Et voilà, donc si vous adoptez cette position-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans une démocratie à la suédoise, ou est-ce que vous êtes sur le qui-vive, et vous frappez fort sur ceux dont vous avez l'impression qu'ils vous menacent directement? C'est une question. Moi, je n'ai pas de réponse et je ne suis pas du tout au Rwanda, mais il est évident que la difficulté de ce pays, c'est que c'est un pays dont l'histoire est si singulière, enfin, dont nous sommes si éloignés de cette histoire. Nous ne savons pas ce que c'est que le tragique, en tout cas la plupart d'entre nous. Rosemary sait ce que c'est que le tragique, elle l'a vu ça dans sa famille, à l'évidence, mais la plupart d'entre nous, on a connu quasiment que la paix. Et, voire, moi, mes parents ont connu la paix aussi. Je suis une génération, encore une fois, il faut remonter à celle de mes grands-parents pour la génération qui a connu la guerre. On est totalement incapable, c'est ce que j'essaie de dire dans la première partie, prendre conscience, c'est très difficile, surtout pour des gens comme nous qui avons été un peu dans une parenthèse enchantée, dont nous sortons progressivement d'ailleurs. Mais nous sommes des enfants d'une puissance économique extraordinaire, de l'âge de l'abondance, des années 60, 70. C'est pas un pays parfait, bien entendu, mais il est tellement éloigné de ce que vivent la plupart de nos contemporains que pour nous, c'est extrêmement difficile je crois, de savoir les risques et les enjeux et les réalités quand on vit dans un pays qui a connu l'extermination d'une partie de sa population, et il y a à peine 27 ans, mais une extermination qui a une histoire d'une quarantaine d'années, parce qu'encore une fois, ça commence en 1959. Extermination dont le projet n'est pas aboli dans la tête d'un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que vous faites? Quand 80% de votre population a participé au génocide, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas simplement, encore une fois, une dizaine de personnes. Vous disiez, je crois que c'est Roland Dilla qui parlait de justes. Bien sûr qu'il y a aussi des justes au Rwanda, il ne s'agit pas de dire que tout le monde était des coupables. Il y a eu des gens extraordinairement courageux, extraordinairement généreux, qui ont sauvé, qui ont risqué leur vie, qui ont résisté à la tentation de la délation, de la dénonciation, c'est évident, bien entendu. Mais comme vous le savez, ça reste malheureusement une minorité. Il n'y aurait pas eu autant de morts si la population s'était si soudée pour protester et pour éviter le massacre de 800 000 Tutsis ou 1 million, dit-on aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Alfonso. Laurent, tu disais que au Rwanda, il y avait des massacres auparavant. Ça signifie que c'est toujours une sorte de répétition des crimes. Louise Lambrix, c'est un écrivain et historien, également s'est penché un peu sur le cas semblable en ex-Yougoslavie. C'est la question de répétition. Et comment faire pour arrêter ces cycles de violence, ces cycles de répétition en quelque sorte? Est-ce qu'on peut, parce que c'est aussi dans le cas de Rwanda, comme par exemple le cas de Sarajevo, il y avait le problème d'impuissance ou plutôt non volonté de communauté internationale de réagir. Par exemple, en pleine Europe, on a vu pendant pratiquement 4 ans une ville comme Sarajevo de 350 000 habitants encerclés comme s'ils étaient dans une cage, sans pouvoir sortir, sans pouvoir recevoir la nourriture et tout ça. Moi, j'ai vécu ça un peu d'une manière plus directe. Mais le problème de ces gens qui commettent la violence, et j'ai vu il y a quelques jours, quand il y avait la condamnation définitive de Karadzic, il a continué à nier totalement ce qu'il a fait, ce qu'il a orchestré, ce qu'il a fait à cette ville pendant 4 ans, les bombardements et tout ça. Voilà. En fait, ce que vous soulevez, c'est la question de l'impunité. C'est-à-dire que la grande chose à faire, c'est justement que ceux qui sont responsables, d'abord des mots, parce qu'avant de passer aux actes, c'est d'abord des mots. Les choses, l'ex-Yougoslavie est un exemple, mais pas que.
on voit ça aussi dans le nazisme, etc. C'est-à-dire qu'avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, avant la purification ethnique, avant les projets fous de Grande Serbie, etc., il y a des mots, il y a un vocabulaire, il y a des livres, il y a des conférences, il y a des rassemblements, il y a des groupes qui se réunissent. L'Étoile Rouge, les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade, rappelez-moi, les supporters de cette équipe de foot, l'Étoile Rouge, c'était Belgrade. Belgrade, pardon. L'Étoile Rouge de Belgrade, d'abord, ce sont des spectateurs de foot. Et puis ensuite, ils vont être instrumentalisés et ils seront les milices qui vont commettre les crimes les plus atroces en ex-Yougoslavie. Il est évident qu'il y a donc des signes qui annoncent tout ça. Donc là, c'est là où je parlais tout à l'heure en conclusion. On appelle notre responsabilité, c'est du côté de la veille et de la. Il faut sentir les choses, il faut les voir, il faut les comprendre. Donc, d'abord être attentif au discours, parce que ce qui s'est passé au Rwanda, en ex-Yougoslavie, ou bien avec les nazis, tous les débats qu'il y a autour de la publication de Mein Kampf, par exemple, permet de nous replonger dans cette idée que Mein Kampf, ça ne date pas de 1940. Enfin, bon. Donc, on a eu Hitler, il a quasiment, il fait son programme politique et génocidaire dans un livre qu'il publie à la fin des années 20, au début des années 30. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc là c'est à nous, à des structures comme Pacte Christi, mais aussi, je dirais, les citoyens. On n'est pas obligé d'être dans un groupe, mais le groupe, c'est encore mieux, bien sûr, de faire attention, de faire très attention aux mots qu'on utilise et aux discours qui apparaissent, les discours d'identité, les discours d'exclusion, en fond, le retour des passions identitaires, parce que c'est là que les jeux et quand la passion identitaire prend la main, c'est un carburant inouï pour aller très très loin dans la purification et dans l'élimination de l'autre. Donc le discours, quand les choses arrivent, l'impunité, parce que rarement, pour prendre l'exemple d'un génocide, il y a des actes qui l'annoncent. Effectivement, je dis bien, il n'y a pas que des mots, mais aussi des actes. Et quand le premier acte arrive, alors là, il faut être très clairvoyant et très courageux et intervenir tout de suite. Ce qui s'est passé à Munich après les Sudètes est une responsabilité énorme pour ceux qui ont signé à Munich. Donc, lorsque en face de vous, vous avez un groupe qui commence à sortir de la loi au nom de la violence, à commettre des actes qui sont du côté de la violence, s'il est du côté de l'impunité, il ira jusqu'au bout, bien entendu. Donc, les mots et l'impunité, je dirais, c'est premièrement très attentif aux mots. Il y a un combat à faire. Il ne faut pas admettre quand certains mots sont utilisés, quand certains discours sont véhiculés, quand certaines idées il ne faut pas l'admettre. Il y a évidemment un combat contre les idées à tenir, de dénonciation, et pas que de la dénonciation, mais aussi de l'étude. Il faut des contre-feux, il faut que les gens prennent conscience. Pour reprendre l'exemple de l'Étoile Rouge, peut-être que parmi les supporters, si on leur avait expliqué dès le départ qu'en utilisant ces mots, qu'en faisant ces gestes, ils rentraient dans un cycle qui pouvait les conduire dans l'horreur, je ne sais pas si ça aurait été utile, mais en tout cas, on aurait pu interdire des choses comme ça. Dans le cas de la Yougoslavie, c'est aussi le mémorandum de l'Académie de sciences de la Serbie qui était à la base, qui a conduit ces projets. Et ce sont en plus les intellectuels, les académiciens qui étaient à la base de ces projets. Ça signifie qu'on n'est pas, même si les intellectuels sont en quelque sorte doivent être guides ils peuvent être aussi dangereux, comme un Hitler qui n'était pas académicien, mais qui a produit ce qu'il a produit. Non, bien sûr, si en plus les intellectuels rentrent du côté, c'est très difficile, mais il y a des lieux de résistance, des lieux de veille. Pax Christi est un lieu de veille. Pour moi, l'un des rôles de l'Église catholique, il est évidemment là. Il est d'essayer d'être dans la résistance, alors spirituelle, bien entendu, mais enfin, c'est énorme déjà, de faire un front commun, de faire ce qu'a fait Saliège ou Gerlier, enfin, Monseigneur Saliège en 1942, lorsque Monseigneur Saliège décide de prendre la parole après la rafle du Lviv
au mois d'août 1942, c'est un coup d'arrêt. Il y a un moment, il y a un avant et un après. Laval doit rencontrer ensuite les autorités allemandes pour leur dire « Attention, j'ai 8-9 évêques, dont Saliège à Toulouse, qui protestent sur ce qu'on fait et on ne peut plus faire n'importe quoi. » Le message de Saliège est énorme. Non seulement il le dit, il le fait dire dans toutes ces églises de son diocèse. C'est un discours qui est tellement retentissant. Donc il y a cet exemple de Laval qui est obligé d'en tenir compte. Et du coup, les persécutions contre les Juifs sont obligées. Laval dit très clairement, si vous voulez qu'on garde l'appui de l'Église catholique, il ne faut plus qu'on persécute les Juifs, du moins dans un premier temps. Parce que si on n'a plus les cathos, ça va être très difficile pour nous et de continuer la politique de collaboration. Et les Allemands disent « Ok, très bien, on met ça en veilleuse pendant quelques semaines ou quelques mois. » Discours de Saliège qui est dit, qui est pris à la BBC. Je veux dire, ça sort de Toulouse, ça va à Vichy, ça va à Paris, ça va à Berlin. Il est redit à la BBC. Il est même publié dans le New York Times au mois de septembre 1942. C'est un tournant. Et quand vous parlez aujourd'hui encore avec Serge Klarsfeld de cette question-là, il vous dira, mais ma dette vis-à-vis de Serge Klarsfeld, qui a été un enfant caché de la guerre, dit, ma dette vis-à-vis de Klarsfeld, de Saliège, pardon, mais aussi de Gerlier et de quelques-uns, est énorme. D'ailleurs, c'est les seuls en 42 qui en parlaient. C'est tellement vrai que je discute avec lui aujourd'hui pour essayer de créer un événement autour du 90e anniversaire du discours de Saliège l'année prochaine. Donc Serge Klarsfeld est très, très mobilisé pour qu'on rende hommage à cet évêque qui, je ne dis pas qu'il a sauvé l'honneur de tous, mais au moins il a dit quelque chose. Oui, donc l'Église a aussi son rôle, mais pas que l'Église. Mais l'Église a évidemment son rôle en résistance spirituelle, en étant des veilleurs. Enfin, je veux dire, l'Église doit être à la tête, doit être à la pointe, ou du moins nous, en tant que nous sommes membres de cette Église, nous devrions, me semble-t-il, être animés par ce désir d'essayer d'être à la pointe, à la veille aussi de ces questions-là. On ne peut pas tout faire, mais ça, c'est évidemment essentiel. Pax Christi, à mon sens, c'est l'une de ses vocations, d'être des veilleurs, d'être l'un de ces lieux où l'on veille, où l'on sent, où on pressent, où on s'inquiète, où on va étudier, où on va dire non ou oui, où on va mettre en lumière le grand n'importe quoi ou ceux qui y résistent, et ont contribué en tout cas à être un frein lorsque les choses s'accélèrent dans le pays. Bien sûr. Oui, en réagissant et en prononçant les mots de la fin, vous citez Saliège, je pense que pour l'honneur des Allemands, on peut citer d'autres noms, et je pense notamment à Monseigneur von Galen, qui était l'évêque de Münster, et qui a pris la parole, je crois, en 1942, contre la campagne d'extermination des personnes handicapées. Et c'est pareillement un prêche qui lui a valu évidemment des sanctions du régime, mais l'atténuation de cette campagne qui se menait évidemment à l'insu de beaucoup, l'insu d'autres. Mais pour dire que heureusement, des témoins, il y en a, heureusement des martyrs, dans le bon sens, il y en a, ils sont généralement rares, mais Tertullien a laissé écrit « Sanguis martyrum semen Christianorum ». Donc, ce sont des graines mises en terre qui génèrent des croyants qui sont peut-être moyennement plus courageux, on verra. Mais c'est notre rôle. Et je crois que la dernière réflexion que vous avez partagée avec nous va, je crois, tout à fait dans le sens de ce que le mouvement, depuis l'origine, au fond, est ou souhaite être et s'efforce d'être. Veilleur, on lève finalement la lumière dans la nuit, on lève la voix dans la nuit, on descend dans la rue, on se met à côté de ceux qui portent une souffrance, qui portent une dénonciation, qui portent une violation de leurs droits pour dire non, nous ne nous tairons pas et nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler. Souvent, le fracas ambiant fera que ce que nous disons passera presque inaperçu, mais n'importe, c'est notre mission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je me réjouis pareillement de vous compter parmi les amis qui nous accompagneront encore dans ce travail de veille, de proclamation, des dénonciations, d'aide à la compréhension. Voilà, et donc nous restons en contact.
Je vois demain qui se manifeste vraisemblablement pour applaudir et remercier. Il est déjà 42, donc nous n'allons pas reprendre la discussion, mais merci encore. Ça nous a fait grandement plaisir de vous avoir parmi nous et nous sommes contents de vous garder. À bientôt. Merci à vous tous. À très bientôt. À bientôt. Mais